à tous, à toutes et à tous. Merci de votre présence aujourd'hui à la Chartreuse et puis derrière vos écrans. Alors aujourd'hui, donc je voudrais aussi remercier tous ceux qui ont adhéré récemment parce qu'on a beaucoup de nouveaux adhérents. Donc merci à vous de nous soutenir, de soutenir nos programmes et bienvenue dans nos programmes. Voilà. Alors nous avons aujourd'hui un sujet d'architecture. On en a eu un également au mois de novembre. Donc, Le Corbusier et Tadao Ando, deux architectes qui rendent plus présente la lumière. Figure emblématique du mouvement moderne, Le Corbusier a durablement marqué l'architecture à travers des projets tels que la Villa Savoie de Poissy ou la chapelle Notre-Dame du Haut de Ronchamp. Alors, pour les anciens adhérents, on avait eu une conférence sur Le Corbusier il y a quelques années et on avait eu également une conférence sur Ronchamp. Développant les 5 points d'une architecture nouvelle mêlant plan libre, façade libre, pilotis, fenêtres bandeaux et toit terrasse, il propose également une véritable promenade architecturale dans les édifices qu'il conçoit. On se souvient de cette expression fameuse, le jeu savant, correct et magnifique des volumes assemblés sous la lumière que Le Corbusier revendique et qui ne manquera pas d'influencer Tadao Ando, dont l'apprentissage de l'architecture a débuté par le dessin de projets du maître. L'apparente simplicité des formes, l'utilisation du béton brut sont autant de points communs entre les deux architectes. De ses premières maisons, en passant par l'église de la Lumière, qui est donc sur l'affiche, et la récente rénovation de la Bourse de commerce de Paris, Ando témoigne d'un goût de l'épure, faisant écho à l'éloge de l'ombre de Tanizaki, cette ombre qui permet de rendre plus présente la lumière. Et nous avons donc la grande joie de retrouver Anne Villeux-Margène, qui nous a fait déjà au moins 2 autres conférences, qui est historienne de l'architecture et qui est docteur en histoire de l'art. Et donc, je vous demande de l'accueillir chaleureusement. Je lui laisse la parole et je vous demande pour le distanciel, par pitié, fermez vos micros. Par pitié. Merci. Bonjour à tous et puis bonjour aux 40 personnes qui sont cachées derrière l'écran. En 1965, Tadao Ando arrive à Paris avec l'espoir de rencontrer Le Corbusier. Il arrive et il apprend que Le Corbusier est mort quelques jours plus tôt. Le Corbusier nageait dans la Méditerranée à proximité de son cabanon de Roquebrune-Cap-Martin et il a sans doute nagé jusqu'à l'épuisement. Certains chercheurs pensent qu'il se serait suicidé, sentant ses forces l'abandonner peu à peu. Alors, nous allons commencer par Le Corbusier, qui a été si important dans la formation de Tadao Ando. Le Corbusier qui est né en 1887, qui va mourir donc en 1965 et qui s'appelait Charles-Édouard Jeanneret. Il choisira Le Corbusier comme pseudonyme en déformant légèrement le nom de sa grand-mère maternelle. Et avant d'être naturalisé français, il est né en Suisse. Il est né à La Chaux-de-Fonds, dans cette petite ville du Jura suisse qui mettait à l'honneur l'horlogerie. Et son père était graveur et émailleur de montres. Et donc, il a grandi dans une famille qui était très tournée vers l'artisanat, vers la culture en général et vers la musique, puisque sa mère était musicienne et professeure de piano. Le Corbusier va commencer un apprentissage dans l'école locale. Il va être destiné à devenir, comme son père, graveur ciseleur de montres. Il va d'ailleurs obtenir un prix alors qu'il était adolescent. Et il est formé par un homme, nous sommes autour de 1902, il est formé par un homme qui est très marqué par l'Art nouveau. Et donc, par ses lignes en coup de fouet, par cette inspiration de la nature. Et son professeur lui disait « Seule la nature est inspiratrice, scrutez-en la cause, la forme, le développement vital et faites-en la synthèse en créant des ornements. » Et donc, Le Corbusier commence son apprentissage artistique dans une période qui est totalement focalisée sur l'ornement, comme au XIXe siècle avec l'historicisme. Et je dirais que l'Art nouveau, ce sont les derniers feux de l'ornement avant le développement du mouvement moderne. Alors, Le Corbusier, ensuite, va être dirigé vers l'architecture par son professeur qui le pousse à suivre un chantier, le chantier de construction d'un chalet à La Chaux-de-Fonds. Et il va avoir cet apprentissage qui est purement pratique. Mais il est autodidacte, il n'a jamais fait d'études d'architecture. Et ce qui va être extrêmement important
pour Le Corbusier, c'est qu'il va partir en voyage, comme l'ont longtemps fait les architectes, ce grand tour qui permet de découvrir l'architecture ailleurs que sur le banc d'une école, va être véritablement sa source d'enseignement. Alors, avant de parler de son parcours, je voulais vous présenter simplement deux personnes, les deux femmes de sa vie. D'une part, sa mère et d'autre part, son épouse. Sa mère était donc professeure de piano et il semble que toute sa vie, Le Corbusier, qui n'est pas du tout un personnage sympathique, qui a frayé avec le fascisme, qui était particulièrement misogyne, régulièrement écrit à sa mère et lui dit « on fait appel à moi en URSS, on fait appel à moi en Inde, on fait appel à moi au Brésil ». Et sa mère s'en fiche totalement et lui parle toujours de son frère, qui est un violoniste prodige et qui donc, comme elle, est un musicien. Jusqu'au jour où Le Corbusier manque de mourir, je vous ai dit qu'il est mort noyé, mais il avait déjà failli mourir lors d'une de ses baignades. Il passe sous un bateau et l'hélice du bateau va lui découper la cuisse presque jusqu'à l'os. Et Le Corbusier, qui va toujours mettre en avant la puissance physique, ce qu'on retrouve beaucoup chez les architectes du mouvement moderne, rabat la chair contre l'os, nage sous le bateau, est sauvé presque miraculeusement. Et régulièrement, sa mère lui dira « Mon petit, raconte-moi encore comme tu as été brave ce jour-là et comme tu as pu survivre. » Et c'est la seule chose qui est semblée intéresser sa mère. On verra que Ronchamp, eh bien, ce projet qu'il ne voulait pas traiter, il l'a peut-être fait pour avoir enfin une certaine admiration de son travail par sa mère. Et puis, je vous disais, il était assez misogyne, il a été vraiment épouvantable avec Charlotte Perriand, par exemple, en lui disant « je ne fais pas appel à toi en tant que designer, mais en tant que femme pour concevoir une cuisine », ce qui mériterait bien une paire de claques. Et malgré tout, il a parfois été rudoyé par les femmes, puisque son épouse, Yvonne, un ancien modèle et peut-être moins que cela, avait l'habitude pour le mettre mal à l'aise quand il recevait du monde, parce que Le Corbusier a été contesté pendant très longtemps durant sa vie et était à la recherche d'une certaine reconnaissance sociale. Et donc, quand il recevait des gens, sa femme prenait le plaisir à dire « L'avez-vous vu ? Quoi donc ? Mon cul ». Et donc, en tant qu'ancienne prostituée, apparemment, c'était évidemment quelque chose qui l'amusait beaucoup, et Le Corbusier sans doute un peu moins. Mais on peut voir qu'il a, malgré ses incartades, il a toujours été très attaché à son épouse. Et quand elle est décédée prématurément, après sa crémation, il est passé derrière, il a ramassé 2 vertèbres et qu'il a mis sous le nez de Charlotte Perriand et qui lui a dit « Regarde ma petite Charlotte, comme Yvonne était belle ». Et l'architecture et le corps, pour Le Corbusier, sont 2 choses qui sont très liées. Il disait toujours que la main est quelque chose de très architectural et son architecture va reposer sur ce qu'il appelle le modulor et qui est en fait un homme d'1,83 m de haut dont on va utiliser les proportions pour concevoir l'habitat. Alors j'en reviens à ce grand tour qui va le mener en particulier en Italie. Et je dirais qu'il y a un point commun qu'on retrouve chez tous les grands créateurs, c'est une curiosité insatiable. C'est ce que je dis toujours à mes étudiants, soyez curieux, c'est la source de tout. Et on voit qu'il est curieux de l'architecture, mais aussi de la peinture murale, du vitrail, de la mosaïque. Je vous ai mis ici 2 images de ses carnets, l'un à Santa Croce à Florence, l'autre à Ravenne. Il est soucieux en particulier de la manière dont la lumière pénètre dans l'édifice, la manière dont la couleur des vitraux va venir teinter l'architecture. Et donc, dès le départ, très jeune, il y a cet intérêt pour tout ce qu'on peut retrouver à l'intérieur d'un édifice. Tous les arts, toutes les matières, tous les domaines l'intéressent et on voit qu'il prend des notes également. Et puis après ce voyage, il va se rendre à Paris en 1908. Alors il va s'intéresser beaucoup à l'architecture métallique qui est très importante en cette fin du 19e, début du 20e siècle. Et puis surtout, il va travailler chez les frères Perret. Alors les frères Perret ne sont pas forcément très connus du grand public, mais ce sont vraiment les précurseurs du béton armé. Et Le Corbusier, qui avait la dent dure, a toujours été très admiratif des Perret et a toujours dit à quel point ils avaient compté pour lui. Et donc, pendant 1 an et demi, il va être dessinateur dans l'agence des frères Perret, ce qui va être la formation la plus importante parce que ça le met en contact avec le béton armé et il comprend que c'est l'avenir de l'architecture.
Et voilà ce qu'il a écrit par la suite. Il a dit: en ces années, Perret jouait un rôle héroïque en prétendant construire en ciment armé et en affirmant que ce procédé de construction allait apporter une nouvelle attitude architecturale. Auguste Perret occupe dans l'histoire de l'architecture moderne une place très précise et de très haut rang. C'est un constructeur. Et lorsqu'il m'arriva de parler de lui en Allemagne en 1910 et de déclarer qu'à ce moment-là, il était le seul sur le chemin d'une nouvelle direction architecturale, on riait, on doutait, on passait outre, on l'ignorait totalement. Et on taxait sa maison de la rue Franklin, que vous avez sous les yeux, de Jugendstil, parce qu'il l'avait revêtue de céramique. Pourtant, cette maison était un véritable manifeste. Alors, à l'époque, on se méfiait du béton armé parce qu'une passerelle s'était écroulée à Paris et les frères Perret avaient eu cette idée de construire ce bâtiment et d'y implanter leur agence pour montrer qu'ils avaient confiance dans ce nouveau matériau. Et donc, Le Corbusier y voit une révélation. Alors, dans cet immeuble, le béton est encore caché, mais lui, par la suite, va le révéler, va en tirer aussi un parti pris esthétique. Après ce séjour chez les frères Perret, il va se rendre à Berlin, dans l'agence de Peter Behrens, autre architecte d'avant-garde. Il va y côtoyer des architectes très importants pour le mouvement moderne, comme Walter Gropius ou Mies van der Rohe, qui vont être successivement les directeurs de l'école du Bauhaus. Et puis ensuite, il revient à la Chaux-de-Fonds et il va décider d'ouvrir son propre bureau d'architecture. Il n'a pas de diplôme. Et il va envoyer une lettre à tous les clients potentiels. Et cette lettre fera vraiment œuvre de diplôme. Et voilà ce qu'il dit. Il dit: Monsieur, j'ai l'honneur de vous informer que j'ouvre mon bureau d'architecture. Je me charge de la confection des plans et de la construction de villas de campagne, de tous immeubles industriels, spécialité de béton armé, de maisons locatives, d'installation de magasins, de réparation, de transformation, ainsi que d'architecture intérieure et d'architecture de jardin. Entre autres, un stage de 2 ans, il le gonfle un peu, en qualité de premier dessinateur chez messieurs Perret Frères, entreprise générale de travaux publics et privés, spécialité de béton armé à Paris, puis un autre chez monsieur le professeur Peter Behrens à Berlin, m'ont initié aux procédés les plus modernes. J'ose donc espérer que ces 6 dernières années de pratique, dont plusieurs passées auprès d'architectes de grande réputation, m'autorisent à vous assurer un travail sérieux et en rapport avec les besoins actuels. Et donc, Le Corbusier commence à travailler à la Chaux-de-Fonds. Il va construire ou rénover différents bâtiments. Et très rapidement, la Chaux-de-Fonds est un horizon trop étroit pour un tempérament tel que le sien. La Première Guerre mondiale, avec son cortège de destruction, le pousse à concevoir une ossature que vous avez sous les yeux, qui s'appelle l'ossature domino. Alors, parce que comme le jeu de domino, on va pouvoir juxtaposer ces modules, mais c'est aussi un jeu de mots avec le dom-ino, avec l'idée de domus, donc la maison. Et il se rend à Paris, pensant qu'une fois la guerre terminée, il pourra tirer parti de cette solution. Alors, cette ossature domino, il va la présenter dans une revue en 1921, dans l'Esprit Nouveau, et en développant un concept qui est celui de la machine à habiter. Et cette idée de la machine à habiter est intéressante parce que c'est une volonté de faire table rase de la vision romantique de la maison qui serait ce foyer protecteur qu'on pourrait se transmettre de génération en génération. Et il va comparer la maison à un bateau, à une voiture, à un omnibus. Il dit la maison doit être pratique, conçue comme ces différents éléments. Et il fait un parallèle intéressant avec l'avion. Il dit l'avion nous montre que quand un problème est bien posé, il trouve sa solution. Désirer voler comme un oiseau, c'était mal poser le problème et la chauve-souris d'Adair n'a pas quitté le sol. Inventer une machine à voler sans souvenir accordé à quoi que ce soit d'étranger à la pure mécanique, c'était bien poser le problème. Et en moins de 10 ans, tout le monde pouvait voler. Posons le problème de la machine à habiter, fermons les yeux sur tout ce qui existe. Et donc, cette ossature domino, voilà ce qu'elle propose. Elle propose, vous le voyez, des dalles et des poteaux, ainsi qu'un escalier. Ça va avoir un impact sur la construction, puisque cela va permettre d'avoir un plan libre, c'est-à-dire qu'on va pouvoir distribuer les cloisons à l'endroit désiré sans avoir besoin de les superposer d'un niveau à l'autre. Donc, une ouverture complète de la cellule si on le souhaite. Ensuite, cela permet
une façade libre. Étant donné que les murs ne sont plus porteurs, ce sont les poteaux qui vont avoir ce rôle, eh bien, on va pouvoir fermer cette ossature avec n'importe quel matériau, de la brique, du béton, ou alors vitrer complètement cette surface. Et ça, c'est un changement majeur dans l'architecture de cette période. Et la volonté dès ce moment-là de Corbusier, il parle notamment de la Flandre envahie, c'est de reconstruire après la guerre, de reconstruire pour le plus grand nombre, de superposer et de juxtaposer les ossatures dominos avec une société qui serait chargée de cette préfabrication, et puis une deuxième société qui travaillerait sur tout ce qu'il appelle, non pas le mobilier ou le design, mais l'équipement. Des casiers standards qui pourraient servir de cloison partielle, ce type de module de rangement. Et on entre vraiment dans cette logique de fabrication en série, de standardisation, qui va être la grande recherche du mouvement moderne. Alors, ça va être une grande déception pour Le Corbusier parce que ça ne va pas du tout fonctionner. Il ne va pas avoir de contrat et de projet dans lesquels il pourrait utiliser cette ossature domino pour le plus grand nombre. Il va falloir attendre après la Seconde Guerre mondiale pour qu'il puisse enfin construire pour le plus grand nombre. Et lui qui a toujours eu cet intérêt pour l'urbanisme, ça a été longuement une grande déception. Et donc, pendant les années 20, on a parlé de maisons puristes. Alors, il va construire des maisons dans lesquelles il va utiliser ce type d'ossature, mais ce sont des maisons pour des artistes qui lui sont proches, pour des personnes fortunées. Donc, on n'est pas du tout dans l'objectif initial de la conception de cette ossature. Alors, je vous propose de voir une première maison qui s'appelle la Maison aux Enfants, qui se trouve à Paris dans le 14e arrondissement et qui date de 1922. Amédée aux Enfants était un peintre qui avait créé avec Le Corbusier un mouvement pictural qui s'appelle le purisme. Et le purisme a donné lieu de la part de Corbusier à l'écriture d'un article qui s'appelle « Après le cubisme ». Et donc, Le Corbusier accordait beaucoup d'importance à la peinture. Il a toujours dit « Je suis peintre avant tout et l'architecture, même si cela ne se voit pas, dérive de mon travail de peintre parce que je pratique la peinture tous les jours. » Et donc, aux enfants, je vous ai mis ici un tableau d'aux enfants. Les tableaux de Le Corbusier sont très semblables. Ce sont des natures mortes avec beaucoup de guitares et de bouteilles. Et donc, aux enfants avaient besoin d'une maison dans laquelle il allait résider, mais également d'un atelier. Et donc, Le Corbusier lui construit cette maison dans laquelle il utilise une ossature avec des dalles de béton et des poteaux. Et la partie habitation se trouve dans la partie basse de la maison. On peut voir ici l'utilisation de la fenêtre bandeau. Étant donné que le mur n'est plus porteur, on va pouvoir avoir des fenêtres sur toute la longueur de la façade, ce qui va avoir un impact important sur la pénétration de la lumière. Et puis, quand on regarde la partie haute de la maison, on peut voir un véritable cube vitré sur l'angle. Alors, vitrer un angle, c'est toujours délicat. On voit bien le poteau de béton qui passe sur l'angle, mais tout le reste est entièrement vitré. Donc, aux enfants pouvaient peindre en bénéficiant de la lumière du jour qui entrait largement, non seulement par les côtés, mais aussi par le toit. Parce que, vous le voyez légèrement ici, ça n'est plus le cas aujourd'hui. La maison a malheureusement été transformée après la Seconde Guerre mondiale, mais on avait une toiture qui s'appelle des sheds. C'est une toiture industrielle avec deux versants, un versant long et un versant court, et l'un des deux va être ajouré, va être vitré. On trouve ça dans les usines parce que quand on a un très grand volume rectangulaire, ça va permettre de fractionner la retombée de la toiture et de pouvoir apporter ce qu'on appelle un éclairage zénital tout du long. Donc, aux enfants bénéficiaient d'un éclairage latéral, mais aussi zénital. Il était vraiment baigné dans cette lumière et on a cette transparence qui est caractéristique des recherches du mouvement moderne. Et d'autre part, la référence à la toiture industrielle est importante parce qu'à cette époque, eh bien, on voit que les architectes, les précurseurs du mouvement moderne voient l'usine comme quelque chose qui est le lieu de toutes les innovations architecturales. Je parlais tout à l'heure de Walter Gropius. Walter Gropius avait construit une usine en Allemagne en disant on va faire un palais pour les ouvriers.
Malheureusement, aujourd'hui, alors là, c'est une image en 3D qui nous montre l'intérieur avec cette transparence. Et donc aujourd'hui, on a modifié le bâtiment puisqu'on a placé une terrasse sur le toit avec un attique. Donc, bien évidemment, on perd complètement cet éclairage zénital qui avait été conçu par Le Corbusier. Alors, ça peut nous étonner aujourd'hui de se dire, mais comment a-t-on pu dénaturer autant une maison d'un architecte tel que Le Corbusier? C'est vrai que c'est un moindre mal par rapport à ce qu'on a pu voir dans d'autres maisons où on a complètement changé les façades, les toitures, tout simplement parce que pendant longtemps, Le Corbusier a été un personnage qui a été la proie de beaucoup de critiques. Il a fallu du temps avant de reconnaître vraiment la valeur de son architecture. On l'a reconnu avant sa mort, puisque la Villa Savoie a été classée de son vivant. Mais malgré tout, on le sent souvent dans ces articles, il y avait une certaine aigreur à ne pas être compris. Deuxième maison de cette première période, avec des villas qui semblent très cubiques et très blanches, c'est la Villa Laroche. Alors, c'est une maison double, puisqu'il y a la Villa Laroche d'un côté, qui est accolée avec la Villa Jeanneret, qui était la maison de son frère. C'est une maison qui se trouve à Paris, dans le 16e arrondissement. Et la Villa Laroche a été construite pour un banquier suisse qui était collectionneur d'œuvres d'art contemporain et qui voulait un espace pour y vivre, bien sûr, mais surtout pour mettre en valeur sa collection. Donc, quand on regarde le plan, on se dit que de place perdue, parce que Le Corbusier va concevoir cette maison comme une véritable promenade architecturale. C'est quelque chose qu'on retrouve très souvent sous sa plume. Il y a cette idée de la promenade architecturale. L'architecture, c'est un art qui est très difficilement médiatisable. Il faut en faire le tour, il faut le parcourir. Alors aujourd'hui, nous sommes tous beaucoup et beaucoup trop derrière les écrans, mais rien ne remplacera jamais le fait d'aller voir les bâtiments. Et à cette promenade architecturale que nous propose Le Corbusier, il faut la vivre pour la comprendre. Donc c'est forcément une toute petite partie de ce que l'on peut percevoir sur place. Alors cette Villa Laroche, elle montre déjà un point supplémentaire dans l'approche de Le Corbusier. Elle a un plan en L, la partie qui est à gauche de l'écran est bombée, ça va être la galerie, et cette partie repose sur des pilotis. Elle est surélevée. Alors les pilotis sont encore très fins à cette époque, ils sont cylindriques. Les pilotis vont permettre de dégager un espace supplémentaire sous la maison. Vous rentrez chez vous, il pleut, vous arrêtez avec votre vélo sous la maison. C'est un espace abrité, vous rencontrez votre voisin, vous pouvez discuter. Ça crée une zone intéressante. Son objectif, ça va être d'utiliser la même chose sur des bâtiments de grande dimension, comme il le fera dans les unités d'habitation, comme la cité radieuse de Marseille. Ça devient une nouvelle place du village. C'est un endroit où on va pouvoir se rencontrer. Là, on est dans un cadre privé, mais malgré tout, l'idée est déjà là. Et quand on regarde ce volume, jusque-là, dans l'architecture, on avait des travées régulières dans les bâtiments historicistes. On le voit dans les bâtiments qui sont tout autour, dans le 16e arrondissement. Or là, c'est une sorte de page blanche. Il traite la façade un peu comme un peintre et on ne comprend pas la logique intérieure en voyant cette façade. On se dit, mais pourquoi y a-t-il une fenêtre bandeau qui est juste sous la toiture ? Et à part ça, on voit une fenêtre avec un petit balcon en bas, mais on ne comprend pas ce qui se passe dans cet espace. Est-ce qu'il y a un niveau ou est-ce qu'il y en a plusieurs? Vous voyez qu'on n'arrive pas à avoir la réponse. Mais ce qu'on peut comprendre, c'est qu'il doit y avoir des effets d'ombre et de lumière qui sont intéressants à l'intérieur. Quand on regarde ensuite sur la droite, on peut voir l'autre partie de la maison et on voit une grande verrière. Et cette grande verrière, eh bien, vous le voyez peut-être ici, on voit une chaise longue qui est derrière l'arbre parce qu'il y a une passerelle le long de la verrière, je vous la remontrerai depuis l'intérieur. Et donc, les deux branches de ce plan en L vont permettre une observation depuis l'intérieur de chaque corps de bâtiment. Voilà le dessous de la maison. Et alors ici, je vous ai mis un dessin
avec ces zones de couleurs. Parce que quand on parle de Le Corbusier, on parle des villas blanches et cubiques. Il y a toujours cette expression qui revient. En réalité, Le Corbusier n'a pratiquement rien construit de blanc dans sa carrière. Alors, il a écrit un livre qui s'appelle « Quand les cathédrales étaient blanches », où il parle beaucoup de blancheur. Il a parlé de la loi du ripolin. Il a dit qu'il faut tout ripolliner pour faire disparaître tous les ornements du 19e siècle. Mais néanmoins, il avait une très grande sensibilité pour la couleur, et on retrouve sûrement ici son talent de peintre, mais la couleur utilisée non plus sur des ornements, mais utilisée en aplat, utilisée pour structurer l'espace et pour jouer avec la lumière. Et il avait donné une conférence à Rome avec, pour moi qui travaille sur la polychromie, une analyse de la couleur que je trouve extrêmement intéressante. Voilà ce qu'il disait, et c'est tout à fait ce qu'on observe sur cette image. Il dit « Nous irons chercher les peintres pour faire sauter les murs qui nous gênent. La polychromie architecturale s'empare du mur entier et le qualifie avec la puissance du sang ou la fraîcheur de la prairie ou l'éclat du soleil ou la profondeur du ciel et de la mer. Quelle force disponible, c'est de la dynamite. Si tel mur est bleu, il fuit. S'il est rouge, il tient le plan ou brun. Je peux le peindre en noir ou en jaune. La polychromie architecturale ne tue pas les murs, mais elle peut les déplacer en profondeur et les classer en importance. Avec habileté, l'architecte a devant lui des ressources d'une santé et d'une puissance totale. La polychromie appartient à la grande architecture vivante de toujours et de demain. Le papier peint a permis d'y voir clair, de répudier ces jeux malhonnêtes et d'ouvrir toutes grandes les portes aux éclats de la polychromie, dispensatrice d'espace, classificatrice des choses essentielles et des choses accessoires. La polychromie, aussi puissant moyen de l'architecture que le plan et la coupe, mieux que cela. La polychromie, élément même du plan et de la coupe. Alors, voici une photo d'époque, et nous pouvons voir que sur le mur qui apparaissait bleu, sur le dessin, il y avait de grands tableaux qui étaient suspendus. Et toute l'architecture va nous permettre une promenade pour découvrir les tableaux, mais aussi l'architecture elle-même. Et vous pouvez voir que sur le mur en face, il y a ce garde-corps rouge qui correspond à une rampe. Il n'y a pas d'escalier, il y a une rampe, parce que la rampe va permettre une promenade architecturale tout en douceur. Le Corbusier disait la rampe, c'est ce qui relie deux niveaux. On passe imperceptiblement d'un niveau à un autre. Et vous voyez qu'on comprend enfin la fenêtre bandeau qui était placée tout en haut. On ne pouvait pas la placer plus bas en raison de la présence de la rampe, mais à mesure qu'on va monter, eh bien, on va voir tout d'un coup ce qui se passe dehors et on va voir l'autre branche du L, en même temps qu'on peut regarder les tableaux de l'autre côté. Voici le même espace dans l'autre sens. On voit que la lumière est très présente. Et puis, cette manière sur le deuxième mur, d'ouvrir une fenêtre étroite et en longueur, et puis de venir placer un luminaire qui fonctionne comme un brise-soleil, qui va permettre aussi de créer des ombres sur ce fond blanc des murs intérieurs. Au fond de la galerie, ce que vous avez à droite, une petite alcôve. Vous voyez qu'elle est définie par le traitement du sol avec le carrelage noir, donc la couleur va vraiment permettre de structurer l'espace. Les murs sont bleus et regardez les luminaires. C'est un simple tube. La lumière est traitée non plus de façon décorative, avec, comme dans l'Art Nouveau, des luminaires en forme de fleurs, mais de façon fonctionnaliste. Voici l'étage qui a été restauré. Et puis, voici la deuxième partie de la maison. Et donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le long de la grande baie vitrée, vous avez cette passerelle et qui, plus qu'un espace de circulation, est un espace qui permet la promenade architecturale. Il ne s'agit pas tellement d'aller d'une pièce à une autre, mais de voir eh bien, la façade bombée de la première partie de la Villa La Roche. Puis, de la même manière, si vous regardez l'escalier qui se trouve à droite, l'escalier vous permet de monter à l'étage, mais vous permet d'aboutir à une sorte de petit balcon intérieur. Et ce balcon intérieur va vous permettre d'observer l'ensemble de ce volume. Quand on s'éloigne un tout petit peu, on voit cette sobriété, ces jeux d'ombre et de lumière permises par ces volumes simples. Et vous voyez que dans cette partie haute, eh bien, il s'agit
d'un garde-corps. De l'autre côté, il y a une bibliothèque qui est aménagée derrière cette cloison. Mais on a surtout le sentiment de voir une cloison qui ne monte pas jusqu'au plafond, qui est très légère, qui est comme un décor de théâtre. Et on retrouve ce plan libre dont je parlais tout à l'heure, cette possibilité de moduler l'intérieur comme on le souhaite. Et puis, si vous regardez justement cette partie, vous voyez qu'il y a un puits de lumière. Et donc, la lumière pénètre aussi par le toit. L'emploi du béton armé va permettre d'abord d'investir le toit de plus en plus, et puis cette venue de la lumière par le haut. Et donc, on voit que la blancheur est présente, mais ça n'empêche pas la couleur. Et pendant longtemps, on a un peu laissé de côté cette étude de la couleur chez Le Corbusier parce qu'on travaillait beaucoup avec des photos en noir et blanc et que ces photos en noir et blanc nivellent la couleur. Mais on se rend compte aujourd'hui qu'elle était extrêmement importante. Et quand la villa La Roche a été restaurée il y a quelques années, eh bien, on a retrouvé sous les différentes couches de peinture la peinture d'origine. Et voilà toutes les nuances qu'on a pu observer dans la maison. Donc, vous voyez que cette sensibilité à la couleur, et la couleur, c'est aussi une manière de jouer avec la lumière, eh bien, elle se traduit par une palette qui est très diversifiée. J'en viens ensuite à la villa Savoie à Poissy entre 1929 et 1931, qui est l'aboutissement de ces villas cubiques. C'est une maison de week-end, une maison de vacances qui a été construite pour le couple Savoie, donc qui était un couple fortuné, très ouvert aux idées avant-gardistes de Corbusier, lui ayant laissé beaucoup de liberté. Et dans la période de conception de la Villa Savoie, Le Corbusier va formuler cette théorie des 5 points d'une architecture nouvelle qu'on va rencontrer, qu'on avait déjà vu partiellement, mais qu'on va rencontrer réunis dans cette Villa Savoie. Il y a le plan libre, la façade libre, les pilotis, la fenêtre bandeau, mais aussi le toit terrasse. Et cette fois, le toit terrasse va être au cœur de cette maison. Alors, à propos de cette Villa Savoie, Le Corbusier parle toujours de machine à habiter, mais il dit c'est une machine à habiter et c'est aussi une machine à émouvoir. Et il va jouer avec l'ouverture sur le paysage, avec la présence de la lumière à l'intérieur, avec beaucoup de subtilité. Et cette phrase très connue, le jeu savant, correct et magnifique des volumes assemblés sous la lumière, eh bien, trouve sa parfaite incarnation à Poissy. Donc, c'est un édifice qui aujourd'hui est classé monument historique, qui est passé très près de la destruction. Il a été très malmené pendant la Seconde Guerre mondiale, il a servi de lieu de stockage et vraiment, il s'en est fallu de très peu que le bâtiment ne soit détruit. Alors, pour cette maison, il y a une chose qui est tout à fait étonnante, c'est que, je vous le disais tout à l'heure, Le Corbusier compare la maison à une voiture, à un autobus ou à un avion. Eh bien, la découverte de la maison va se faire depuis l'automobile. Et ça, c'est quelque chose de nouveau. Rattacher le parcours à l'intérieur de la maison à un parcours qui serait préalablement fait avec la voiture. Et donc, vous avez cette vue du ciel qui permet de voir le chemin par lequel la voiture va passer. Alors, vous voyez que la maison, elle est cachée par un bouquet d'arbres. On peut d'ailleurs passer plusieurs fois à Poissy devant et rater l'entrée. On va devoir traverser quand on est à pied. Aujourd'hui, on le visite en tant que monument historique. On va traverser ce bouquet d'arbres et puis on va continuer à pied. Mais l'idée était vraiment de rentrer avec la voiture. Voici le plan. Alors, vous avez le premier niveau ici. Et vous voyez que sur la gauche, il y a un garage pour 3 voitures. Un garage pour 3 voitures en 1930, c'est déjà un luxe extrême. La voiture commence à se démocratiser au cours des années 20, mais on voit vraiment quelle importance on accorde à la voiture. Et pour entrer dans le garage, il va falloir passer dans ce chemin qui est dessiné par les pilotis. Donc, on a soulevé la maison pour laisser passer la voiture. Et cette courbe que vous voyez
en haut de l'image, eh bien, c'est la courbe qui correspond à une voiture qui tourne. Donc, c'est la voiture qui induit le plan lui-même. Ensuite, sur le plan, alors, il y a le logement pour les domestiques, il y a la lingerie, mais il y a aussi énormément de places perdues, puisque vous voyez qu'il y a un escalier, mais en plus de l'escalier, au centre de l'espace, il y a une rampe. Il redouble la circulation. Et si vous allez sur place, il faut absolument monter avec l'escalier, redescendre avec la rampe, et puis ensuite faire l'inverse pour profiter de toute cette promenade architecturale. Donc, vous arrivez avec votre voiture et la promenade se poursuit. Vous prenez la rampe et vous montez et vous allez aller jusque sur le toit. Donc, c'est vraiment une promenade à l'intérieur de toute la maison. Le deuxième niveau va être l'étage noble, celui où j'ai mal disposé l'image, c'est à droite sur l'écran, celui où les Savoie vont résider, et qui ouvre sur une grande terrasse qui est au cœur de la maison. La maison a l'air très fermée depuis l'extérieur, alors qu'en réalité, c'est une maison qui est très largement ouverte. Et ensuite, on va monter sur le toit où se trouve ici un solarium. Alors, la maison est construite toujours avec le même système. Les pilotis se poursuivent au niveau supérieur par des poteaux de béton. On retrouve toujours ce même système qui donne une totale liberté pour le traitement des façades. Et ensuite, le reste n'est qu'un remplissage. Et tout autour de la maison, nous allons avoir une fenêtre bandeau. Alors, sur la façade de gauche, vous voyez bien cette fenêtre bandeau. Et pourtant, à l'intérieur, il n'y a pas qu'une seule pièce. Donc, la façade nous raconte autre chose que ce qui se passe à l'intérieur. On devine à peine les cloisons si on regarde en détail. Et ensuite, on se rend compte que la fenêtre bandeau, à part le premier rectangle, la fenêtre bandeau n'est plus vitrée. C'est une simple ouverture qui correspond au toit-terrasse intérieur. Mais de l'extérieur, Le Corbusier disait c'est une boîte en l'air. Voilà comment il l'a décrit. Les formes courbes qui apparaissent au dernier niveau sont les formes du solarium. J'attire votre attention au niveau du solarium sur une petite fenêtre qui n'est pas vitrée, qui se trouve ici et qui sera l'aboutissement de notre promenade architecturale. Voici l'autre côté. On voit bien ce passage donc défini pour la voiture. Et si vous regardez bien, vous pouvez voir que de part et d'autre, au premier niveau, une partie du mur est traitée en vert. Alors, il choisit du vert parce que c'est la couleur de la pelouse et c'est une manière de dématérialiser la maison, de rendre sa présence au premier niveau moins importante, de l'alléger. Et donc, la polychromie, elle est importante aussi dans la Villa Savoie. Voilà, vous imaginez, vous êtes la voiture, vous êtes sous la maison, la Villa Savoie, on voit la trace du passage dans les graviers et puis on voit cette structure avec les poteaux porteurs que sont les pilotis. Le premier niveau va être très largement vitré, ce qui va permettre d'apporter de la lumière alors qu'on a l'ombre de ce volume qui forme une avancée pour reposer sur les pilotis. Et puis, nous allons entrer et découvrir un espace qui est très blanc et donc très lumineux puisqu'il est très largement vitré. Et vous voyez que tout est lisse. On retrouve des poteaux porteurs régulièrement et deux solutions s'offrent à nous. L'escalier que j'évoquais tout à l'heure avec sa forme hélicoïdale qui va transpercer toute la maison ou la rampe. Alors, bien sûr, le béton va permettre cette fluidité des lignes. Et nous arrivons à l'étage, dans la pièce principale, qui est le grand séjour des Savoie. Vous voyez que le sol est traité avec un dallage orangé et nous sommes de plain pied avec la terrasse. Et donc, ce toit-terrasse devient une véritable pièce supplémentaire. Nous avons de grandes verrières toute hauteur qui vont permettre d'ouvrir complètement la pièce. Alors, ça n'est pas forcément très confortable parce que j'ai le souvenir d'être allée à la Villa Savoie au mois d'août, un jour où il y avait énormément de soleil, et d'avoir gardé mes lunettes de soleil pendant tout le temps à l'intérieur. C'est le problème des bâtiments de cette période où dans cette recherche de transparence, de luminosité, parce qu'on considérait que la lumière était bénéfique pour le corps. On parle beaucoup de culture physique à cette époque-là, d'être à l'extérieur, de profiter du soleil, de bronzer.
Le Corbusier peignait, il y a beaucoup de photos de lui, les fesses à l'air, il peignait nu. Alvar Aalto faisait de la culture physique, on disait qu'il habitait une maison de nudistes. Il y a vraiment ce goût du sport et d'être en plein air à cette époque. Et donc, il y a ce problème de la luminosité, il y a eu aussi des problèmes d'infiltration de par la structure du bâtiment. Et quand on regarde dans l'autre sens cette même pièce, on retrouve la fenêtre bandeau que nous avons vue à l'extérieur. Et donc, la lumière est partout. Elle entre absolument de tous côtés. Alors, imaginez installer une armoire normande dans un espace tel que celui-là. Vous voyez que quand il dit le seul meuble dont on ait besoin, ce sont les casiers standards et les assises, on comprend parce qu'il n'y a la place pour rien d'autre. C'est beaucoup plus une œuvre architecturale qu'une maison dans laquelle on va pouvoir disposer tout un tas de meubles différents. Extérieurement, on voit cette fenêtre bandeau ouverte. Alors aujourd'hui, il y a eu des constructions à Poissy autour de la Villa Savoie, mais ça n'était pas le cas auparavant. Et cette photo vous permet de voir vraiment la finesse de l'épaisseur des cloisons. On voit bien que ce ne sont pas des murs porteurs, c'est simplement une paroi de remplissage. Et on voit aussi que la couleur permet d'articuler l'espace en orangé l'intérieur et en blanc l'extérieur. Et la promenade se poursuit jusque sur le solarium. Et la fenêtre sur laquelle j'ai attiré votre attention tout à l'heure, eh bien, c'est une fenêtre qui cadre le ciel. On monte et on peut voir un nuage, s'il y en a un à ce moment-là, on peut voir le ciel. Et c'est vraiment l'aboutissement de ce dispositif spatial. Et voici la vue, donc depuis le solarium. Quelques photos de l'intérieur avec la chambre des Savoie, avec la célèbre baignoire, avec cette banquette intégrée. On voit là aussi combien la couleur est importante dans cet espace. Alors, c'est très difficile de la prendre en photo sans avoir quelqu'un qui passe. Et avec des modules de rangement qui deviennent des cloisons partielles, qui sont la cloison de la salle de bain, qui permet de créer une intimité au sein de la chambre pour cet espace salle de bain. Et je ne sais pas si il y a un peu le bandeau vert qui le cache, mais il y a à nouveau un puits de lumière qui permet d'avoir de la lumière. Il y a beaucoup de salles de bain encore aujourd'hui dans lesquelles il y a peu d'ouverture. Et le fait d'avoir cet éclairage zénital, c'est vraiment quelque chose de tout à fait nouveau. Et puis voici la cuisine aménagée avec le concours de Charlotte Perriand, une cuisine lumineuse, pratique, facile à nettoyer, avec du carrelage. C'est la grande période où on conçoit les cuisines équipées telles qu'on les utilise aujourd'hui. Et ça, c'était très important pour Charlotte Perriand. On a un passe-plat. Il y a vraiment cette idée de pouvoir tendre les choses. Ce sont des idées qu'elle va encore développer par la suite avec Le Corbusier. Voilà l'intérieur de ce cellier. Et puis, j'en arrive à Notre-Dame du Haut, à Ronchamp, qui va être une rupture dans la carrière de Le Corbusier, dans le sens où on parlait de lui comme le poète de l'angle droit, et tout d'un coup, on découvre des formes organiques. Alors, des formes organiques qui sont caractéristiques des années 50. Hein. On est au début des années 50 et on se tourne peu à peu vers des lignes plus douces, que ce soit dans l'architecture ou dans le design. Et donc, nous sommes en Franche-Comté, à Ronchamp. Il y a une chapelle à Notre-Dame-du-Haut, en haut de la colline, depuis très longtemps. On sait qu'il y avait une chapelle déjà au XIIIe siècle qui était consacrée à la Vierge. On parle d'apparition de la Vierge par la suite, au moment de la Réforme, qui aurait repoussé les protestants qui s'approchaient. Et puis, petit à petit, cette église va perdre la fonction d'église paroissiale, puisqu'on a construit une autre église en bas, et ça ne sera plus qu'une église de pèlerinage. Alors, un grand moment pour ce pèlerinage de Notre-Dame-du-Haut, ça va être en 1873. Le pèlerinage a lieu en septembre. Et bien après les hostilités franco-allemandes, il y a eu un rassemblement de 30 000 fidèles à Ronchamp. Et puis cette église, en voici une photo, elle va souffrir à plusieurs reprises d'incendies, de bombardements.
et elle n'est plus en état d'être réparée après la Seconde Guerre mondiale. Et donc, on va envisager de construire une nouvelle église et on est dans une période de renouveau de l'art sacré. C'est une période où on a construit plus de 4000 églises et où l'église devient un programme sur lequel on réfléchit à nouveau. Au Moyen-Âge, le grand lieu de l'innovation architecturale, c'est la cathédrale. Et c'est un peu passé. Et là, on s'interroge sur ce que doit être une église du milieu du XXe siècle. Alors, on fait appel à Le Corbusier, qui dit « ça ne m'intéresse pas de travailler pour une institution qui est morte ». Et on lui dit « attention, l'institution n'est pas morte, le pèlerinage est au contraire très vivant. Il y a beaucoup de fidèles et qui sont très attachés à ce lieu ». Et ça fait changer d'avis Le Corbusier qui dit « une chapelle de pèlerinage, ça m'intéresse parce que c'est un problème de robinet ». Il y a toujours ces formules à l'emporte-pièce. Quand il n'y a pas de pèlerinage, il y a 200 personnes au maximum dans la chapelle, mais quand il y a un pèlerinage et qu'on ouvre le robinet, il peut y avoir plusieurs milliers de personnes. Comment arriver à combiner les deux? Lui qui a toujours voulu construire pour le plus grand nombre, en avait enfin l'occasion. Et il aurait confié à un charpentier qu'il avait accepté aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, pour faire plaisir à sa mère, qui était une femme très pieuse. Le Corbusier va faire démolir les vestiges de l'ancienne église et il va récupérer les pierres de l'ancienne chapelle pour le remplissage de la chapelle de Ronchamp. Et avec l'excédent, il va concevoir ce monument aux morts, cette pyramide à degrés, et il dit « ainsi naquit un monument bien situé, bien proportionné et n'ayant coûté à peu près que la peine de l'idée ». Voici une vue du pèlerinage de Ronchamp. Vous voyez cette foule tout autour de la chapelle. Le robinet est ouvert. Et quand le robinet est ouvert, c'est là l'idée vraiment remarquable de Corbusier. Le chœur va devenir un chœur extérieur et la nature devient la nef. Donc, c'est une église avec deux dispositions en fonction du moment. Voici le plan. Donc, un plan très organique, un plan qui se détourne, et c'est quelque chose d'assez général à cette période, qui se détourne du traditionnel plan cruciforme. Nous avons ces enroulements qui correspondent à des chapelles secondaires, des murs qui sont convexes ou concaves. Il y a quelque chose de vraiment sculptural dans la chapelle de Ronchamp. Et cette chapelle de Ronchamp, on ne peut pas la comprendre si on n'en fait pas le tour. Et puis, il y a une toiture spectaculaire. Alors, Le Corbusier rentre à Paris et dans le train, il commence à dessiner et il dit « ça commence par une réponse au site ». On a une vue à 360 degrés à Ronchamp et il veut répondre au paysage. Et puis, il pense à une carapace de crabe. Et il dit « c'est une carapace de crabe avec sa carapace gonflée et ses pattes assez fines. Les pattes, ce sont les poteaux et la carapace, c'est la toiture ». Donc, on a une toiture avec des voiles de béton très minces de 6 cm, mais avec un vide de 2,26 m. Donc, on a vraiment cette forme gonflée et qui va reposer sur 18 poteaux de béton. Et à l'intérieur, ce remplissage avec la pierre réutilisée, notamment de l'ancienne chapelle, et ensuite du béton projeté au canon. Vous voyez ici le coffrage du toit en cours de fabrication. Et alors, le plus spectaculaire par rapport au traitement de la lumière, c'est le mur sud. Habituellement, dans une église, on concentre les effets à l'est. Tout est fait, il y a vraiment un parcours visuel dans les églises pour diriger le regard des fidèles vers l'est, vers l'autel, vers le lieu du sacrifice. Là, c'est davantage ce mur est qui va être utilisé par Le Corbusier pour le traitement de la lumière. Vous voyez que le mur, donc on a ce mur qui n'est pas porteur, sur lequel on a du béton projeté au canon qui est blanc. Parce qu'ils disent ce mur blanc, ça permet d'expliquer tout de suite que ce mur est impassible, qu'il est passif, qu'il ne sert à rien d'un point de vue constructif. Et il dit par contre, les parties qui sont laissées en béton brut montrent l'effort que fait le béton pour permettre à cet édifice de tenir debout. Et il vient perforer donc ce mur qui est une façade libre, il vient le perforer d'un grand nombre de fenêtres. Il y a 27 ouvertures de différentes dimensions. Donc là aussi, il se détourne de la travée et à l'intérieur desquelles il met des vitres. Parfois, la vitre est à fleur de façade,
Parfois, la vitre est au fond de l'embrasure. Il va y avoir un jeu en miroir avec l'intérieur qui est très intéressant. Et surtout, il va y avoir un travail sur la lumière qui est exceptionnel. Et puis, à côté, vous le voyez ici, vous avez la porte qui est une porte émaillée. Et on retrouve ce goût de Corbusier pour la couleur. Il dit l'émail est bien la matière noble, riche de couleurs, inaltérable dans le temps que je recherche pour faire vibrer davantage la splendeur du béton brut. Alors cette porte fait référence à la nature et fait référence aussi aux mains qui s'ouvrent en signe d'ouverture, aux mains qui vont se rejoindre en signe de prière. Donc on retrouve vraiment son travail de peintre ici. Et puis, ce travail de peintre se poursuit sur les vitres sur lesquelles on va retrouver des inscriptions qui font référence à Marie et avec différentes couleurs. Et voici l'intérieur. L'intérieur nous donne le sentiment d'être plongé dans une relative pénombre et d'avoir ces éclats de lumière irrégulièrement disposés et avec au fond ces vitres colorées. Il ne parle pas de vitraux à dessin. Et vous voyez que par exemple le rouge en bas vient colorer le béton comme on pourrait le faire avec de la peinture. Si vous regardez en haut de l'image, vous voyez également une fente. Donc la lumière entre là aussi à travers cette toute petite ouverture. Alors il y a le jeu sur la lumière, mais il y a aussi une manière de nous montrer comment fonctionne le bâtiment, puisque les poteaux porteurs, vous voyez, ils sont ici. On les voit régulièrement et donc ils nous révèlent, mais avec beaucoup de discrétion, ils nous révèlent la structure porteuse du bâtiment. Voilà un dessin dans lequel il a représenté cette silhouette qui est celle du moduleur, donc qui montre la place de l'homme à l'intérieur du bâtiment. On est à hauteur de la fenêtre. Donc on peut regarder dehors, là aussi, il y a toujours ce jeu dans les deux sens. Le Corbusier va s'occuper de tout l'aménagement intérieur. On retrouve ce souci de tous les supports, de tous les matériaux. On voit cette grande voûte bombée, très impressionnante. C'est une église dans laquelle il faut passer du temps. Il faut y aller, je dirais, un jour où il fait beau et attendre de voir le soleil décliner. Parce qu'on voit à quel point c'est un édifice vivant, à quel point il vit avec la lumière. Et selon la période de l'année, selon la luminosité du jour, on ne voit pas du tout le même bâtiment. Alors malheureusement, un de ces vitraux a reçu une pierre il y a quelque temps et a dû être restauré, comme la chapelle entière d'ailleurs ces derniers temps. Et puis si on poursuit le parcours à l'extérieur, on voit que cette autre façade est aveugle. On voit il y a une chapelle de chaque côté, mais la façade est aveugle. Et nous avons devant la citerne, puisqu'il y a très peu d'eau sur la colline, avec cette gargouille. Et cette citerne aussi, on ne le voit pas tellement sur cette photo, mais en fonction du soleil, eh bien, les ombres vont se projeter sur cet écran blanc de façon là aussi très intéressante. Nous continuons le parcours, nous voyons des formes qui se referment les unes sur les autres. Voici l'intérieur de la chapelle avec la lumière qui vient du haut. La lumière, bien évidemment, dans une église, c'est la part divine. Voici le sommet de cette tour. Et puis, l'une de ces chapelles voit sa surface peinte en rouge, ce qui rappelle le sacrifice du Christ et qui est une autre manière de jouer avec la couleur et avec la lumière. Nous arrivons à l'aboutissement du parcours, c'est-à-dire le chœur, ce chœur extérieur. Vous pouvez voir qu'ici, les formes donnent l'impression de se refermer. C'est comme si on voyait un bateau qui était posé ou l'aile d'un avion. Il y a quelque chose tout d'un coup qui s'apaise quelque peu. Mais dès que vous faites un pas sur le côté, le bâtiment se remet en mouvement. On découvre une nouvelle ouverture, un nouveau retrait. Et vous voyez qu'ici, il y a une niche. Et cette niche abrite une vierge du XVIIe siècle qui est placée sur un plateau. Quand l'office a lieu à l'intérieur, eh bien, la Vierge est tournée vers l'intérieur et au moment du pèlerinage, elle est tournée vers l'extérieur. Voilà encore le détail du poteau porteur. Et puis, vous voyez qu'il y a des petits trous dans le mur. Alors,
c'est des trous qui sont attendus dans l'architecture. Ce sont les trous laissés par les étais des échafaudages, mais on va choisir d'en laisser certains visibles parce qu'à l'intérieur, eh bien, ce sera des points de lumière qui vont venir prendre place autour de la niche de la Vierge, et un peu comme les étoiles de la femme de l'Apocalypse. Donc, il y a une manière de jouer avec la lumière qui est d'une extrême sensibilité ici. Et vous voyez sur la photo de droite la Vierge dans sa niche, avec là aussi la couleur sur les parois de la niche. Et nous revenons du côté du mur sud, de l'entrée principale, avec ce dégagement de la toiture et de cette fameuse carapace de crabe. Et aujourd'hui, eh bien, Renzo Piano a également travaillé à Ronchamp avec ce bâtiment qui a été construit pour les Clarisses de Besançon. Et j'en arrive donc à Tadao Ando, qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, était venu à Paris pour rencontrer le Corbusier et va donc être très déçu. Alors, Tadao Ando, il est né en 1941 à Osaka. Il est né dans une famille très modeste. Il a été élevé par sa grand-mère assez durement. On l'a vraiment poussé à se débrouiller. Et il va commencer par avoir une carrière de boxeur. Donc, lui aussi accorde beaucoup d'importance à l'entretien physique. Encore aujourd'hui, il paraît que chaque soir, avant de se coucher, il pratique des exercices physiques. Il a une grande autodiscipline. Et il a dit, boxer, c'est un sport de combat dans lequel vous ne pouvez compter que sur vous-même. Dans les mois qui précèdent un combat, vous vous consacrez à l'entraînement de votre corps et de votre esprit par la pratique et le régime. C'est un sport draconien sur lequel vous jouez votre vie et qui réunit à la fois la solitude et la gloire. Mes expériences de boxeur, de cette intensité du moment où l'on saute sur le ring, de cette solitude dans l'obligation d'avoir à se battre absolument seul, de ne pouvoir s'appuyer sur personne, sont devenues la clé de voûte de ma capacité de création. Et alors, ce qui va le marquer aussi, c'est qu'il grandit donc dans un quartier populaire avec beaucoup d'artisans. Et il dit que la maison de sa grand-mère était une maison absolument insupportable à vivre, dans laquelle il faisait trop chaud l'été, trop froid l'hiver, tout en longueur, avec le vent qui s'engouffrait et qui faisait un bruit épouvantable. Et il dit, en y vivant, je me sentais de plus en plus en rage contre la société et j'ai eu envie de me battre pour améliorer les conditions de vie. Je sens que les expériences vécues dans cette maison ont fondamentalement nourri mon énergie créative. Et alors, Tadao Ando, quand il rentre de l'école, eh bien, va aller rencontrer les artisans. Il va aller voir adolescent, le charpentier, le maître verrier, et il va apprendre à reconnaître les essences de bois, à reconnaître les outils. Et il se passionne vraiment pour ce travail manuel. Son approche va être essentiellement manuelle. Et par rapport à ça, il y a un très beau livre qui s'appelle « Du béton et d'autres secrets de l'architecture ». Je vais vous lire un passage où il parle de cet apprentissage. Il dit « J'ai commencé comme artisan et comme constructeur en travaillant avec mes mains. Cela me manque encore aujourd'hui. Travailler avec vos mains et avec vos muscles est très important. Il est tout aussi important de comprendre l'échelle et le poids et la nature profonde de chaque matériau. Je ne veux pas dessiner des choses irréalistes qu'un être humain ne puisse pas construire. Travailler avec vos mains vous enseigne des concepts de beauté très simples. Par exemple, j'aime le béton parce qu'il est fait à la main, contrairement à d'autres matériaux de construction modernes. Et il est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'architectes qui travaillent sur des formes spectaculaires, mais dans lesquelles on a le sentiment que la place de l'humain et la place de cette approche manuelle eh bien, est devenue très lointaine, puisqu'on travaille notamment avec des images en 3D. Et Tadao Ando va eh bien, petit à petit obtenir des contrats. Il va aménager une discothèque et donc il va fabriquer du mobilier en bois. Et il a appris comme ça, avec ses artisans, il a appris un peu seul. Et il va chez un bouquiniste et il trouve, quand il avait 15 ans, un livre sur Le Corbusier. Et il commence à reproduire les dessins, les plans du maître. Et il va être extrêmement sensible à son architecture. Et puis, c'est aussi une période où il y a une circulation d'influence entre l'Occident et l'Asie. Et
il va avoir par la suite un chien qui s'appellera Le Corbusier, donc ça montre bien toute cette admiration. Et ensuite, Tadao Ando va décider de partir en voyage. À 24 ans, il a gagné suffisamment d'argent pour pouvoir se permettre de partir. Et pendant plusieurs années, il va parcourir le monde. Il va aller en Europe, aux États-Unis, en Afrique, en Inde. Il va aller voir les bâtiments de Le Corbusier, bien sûr, mais il va aller aussi aux États-Unis voir les bâtiments de Louis Kahn, qui est un autre grand architecte du XXe siècle, un autre grand poète du béton. Et tous les deux vont profondément le marquer. Et puis, il revient en Asie, il va ouvrir sa propre agence en 1969. Et le premier bâtiment marquant va être une maison qui fait sûrement écho à cette maison si inconfortable de sa grand-mère. Il s'agit d'une maison Asuma pour laquelle il a remporté un prix. C'est une maison qui est dans un quartier populaire, là aussi, un quartier avec des petites boutiques, des artisans. C'est une maison avec une parcelle qui est extrêmement étroite, puisque c'est un terrain de 57 mètres carrés. On a le sentiment que la maison va être glissée au chausse-pied entre ses voisines. Et on va retrouver l'influence de Le Corbusier dans la manière de traiter la lumière, dans l'emploi du béton, mais aussi dans le fait d'avoir, alors ça n'est plus un toit terrasse, mais c'est un patio intérieur. La lumière, dans cette maison qui semble si fermée, en fait, pénètre abondamment. Vous voyez ici, le toit est percé et il y a en fait un plan rectangulaire et 3 volumes. Un premier volume avec une entrée et de l'autre côté, un volume avec la cuisine et la salle de bain, et à l'étage, nous aurons les chambres. On voit bien cette proximité avec les toitures des maisons voisines. Et le matériau de prédilection de Tadao Ando, c'est le béton. Alors, il a souvent fait la nuance avec Le Corbusier qui aimait qu'on voit les traces du coffrage. Il dit, le béton, je le vois d'une façon plus douce que Le Corbusier. Ce que je cherche à travers le béton, ça n'est pas la brutalité qu'il y mettait, c'est quelque chose de plus subtil. Et Tadao Ando a la réputation d'être très pointilleux sur la recette. Il a souvent dit, c'est une recette qui est très simple, mais par contre qui est très précise. Et il y a très peu de personnes qui sont capables de faire un beau béton. Et il est vrai que, et c'est pour ça que je disais, l'architecture, ça n'est pas médiatisable. Il faut toucher le béton de Tadao Ando, même si on n'aime pas le béton brut, il faut toucher ce béton qui est toujours d'une très grande douceur et qui va permettre un camailleux de gris. Il a aussi beaucoup parlé de ses couleurs. Et bien sûr, son traitement de la lumière va permettre de jouer par petites touches sur cet écran relativement neutre du béton. Voilà l'entrée, et vous voyez que la porte se cache. La porte n'est pas sur la façade, il faut rentrer à l'intérieur du porche, et la porte vitrée est sur le côté. Donc, on commence par une ombre. Et cette idée de l'ombre, elle est très importante pour les Japonais. Voici l'intérieur. Donc, on a dépassé le premier volume. Nous sommes dans cette cour intérieure qui est pavée d'ardoise. Donc, on est toujours dans ce camailleux vraiment du gris au noir. Et nous avons au-dessus de la tête une passerelle. Et cette passerelle va nous permettre d'être abrités quand on circule d'un volume à l'autre. Alors, j'imagine qu'en plein hiver, ça n'est certainement pas la maison la plus confortable puisqu'on va se retrouver à l'extérieur pour aller dans sa cuisine ou pour monter dans sa chambre. C'est un espace à la japonaise, très épuré, avec très peu de mobilier, mais ça va permettre aussi vraiment aux formes de se découper. Regardez l'escalier avec à la fois la couleur anthracite de l'ardoise et le gris clair du béton. On a cette subtilité dans les nuances. Ici, la partie cuisine, donc complètement vitrée, mais les fenêtres ne donnent pas du tout sur la rue. On a ici quelque chose qui est extrêmement vitré, mais parce qu'on est déjà dans l'intimité de la maison. Et puis, voici la montée de l'escalier avec la passerelle et qui va nous permettre de rejoindre une chambre d'un côté et de l'autre. Donc, lui aussi travaille avec des volumes cubiques, avec des formes simples, avec un rejet absolu de l'ornement et avec cette mise en valeur, cette mise en lumière
du matériau et des techniques de construction employées. Voici du dessus. Vous voyez qu'on a toujours ces panneaux de béton, qui est du béton banché. Donc, on voit ces petits trous qui sont liés à la fabrication du panneau. Et ensuite, quelques années plus tard, une dizaine d'années plus tard, Tadao Ando va construire une église qui est en fait la chapelle d'un hôtel. L'hôtel se trouve à notre place, à la place du photographe, et il va falloir parcourir un chemin. Il y a cette idée de la promenade architecturale, on voit bien d'où elle est venue. Il va falloir faire le tour du mur en L que vous voyez avant de véritablement découvrir la chapelle. Et on est à Yufusutu, qui est sur l'île d'Hokkaido, donc au nord du Japon, un endroit qui est très verdoyant l'été, mais qui est très rigoureux l'hiver, avec souvent beaucoup de neige. Et il y avait un ruisseau sur le site, et Tadao Ando va décider de le détourner pour former un bassin avec 2 niveaux, de manière à ce qu'on entende le bruit du ruissellement de l'eau. Donc, on entend l'eau avant même de la découvrir. Et donc, nous allons partir sur ce chemin. Au départ, on voit très peu de choses de la chapelle. On aperçoit un cube de verre. Voilà le plan. Donc, ce sont 2 cubes, un grand cube et un plus petit, qui sont accolés, et un grand bassin. Et donc, voilà ce cube de verre qui permet de voir à l'intérieur 4 croix de béton. Ces croix de béton vont être un sémaphore que l'on aperçoit quand on s'approche sur ce chemin. Mais dans ce volume, au premier niveau, c'est simplement le hall d'entrée de la chapelle et puis la mise en place de toilettes. Donc, on peut monter, c'est un belvédère. Et l'idée est ici très poétique, ça va permettre d'observer la nature et de chercher la part de la divinité dans la nature. Voilà ces croix d'un peu plus près. Et voilà ce qu'on va découvrir une fois qu'on aura fait le tour de ce mur en L que j'évoquais tout à l'heure. Donc, nous voyons que cette église, d'où son nom, elle est construite sur l'eau. Et vous pouvez voir que la façade est complètement vitrée, avec un châssis qui est cruciforme, ce qu'on a très souvent chez Tadao Ando et pas seulement dans les édifices religieux. Et en face de la chapelle, il y a une croix, qui est plantée dans l'eau et qui fait écho aux 4 croix du cube vitré que nous avons vu tout à l'heure. Et quelque chose d'un peu étonnant, nous voyons ici un poteau et une poutre qui n'ont l'air de ne cadrer que le paysage. En réalité, on va pouvoir ouvrir comme une boîte cette chapelle, on va pouvoir faire coulisser la baie vitrée qui va venir s'encastrer dans ce rectangle de béton. Et bien là aussi, comme à Ronchamp, c'est toute la nature qui devient l'église. On se retrouve de plein pied avec l'eau et en communication avec la nature. Et donc l'intérieur va être extrêmement épuré parce que l'intérêt, c'est avant tout l'observation de ce paysage qui est en face. Voilà, on voit le châssis qui a coulissé ici, avec cette croix qui, en fonction de la position où on se trouve, va venir s'aligner avec le châssis de la fenêtre. Et on voit ce décrochement dans l'eau dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc, voilà ce qu'on voit depuis la chapelle, vraiment cette ouverture sur la nature, cette manière d'avoir presque le cœur qui est la nature elle-même et qui va permettre d'observer aussi ces changements au fil des saisons. Et il y a eu tout un travail sur l'éclairage artificiel. Vous voyez qu'il y a ces bougies à l'intérieur, mais il y a également des luminaires sur les côtés qui sont encastrés dans les murs. Mais il y a surtout une mise en scène de la nature avec des projecteurs qui sont tournés vers les arbres. Et donc, de jour comme de nuit, on va pouvoir avoir ce sentiment de communion avec la nature. Et ça, c'est quelque chose de très présent dans l'architecture japonaise. Et Tadao en a souvent parlé, de cette importance d'être en lien avec la nature. Quand il a obtenu le prix Pritzker, qu'on considère comme le Nobel de l'architecture,
Il a reversé ses gains pour aider les orphelins du tremblement de terre de Kobe. Et il a aussi financé des arbres qui ont été replantés. Donc, il a vraiment une grande sensibilité à la préservation de la nature. Et puis, vous pouvez voir du mobilier qui a été dessiné par Tadao Ando. On retrouve son goût du bois, de sa première approche finalement de ce domaine créatif. Et voici de jour. Vous pouvez voir dans le mur ces petits rectangles sombres. Eh bien, la source lumineuse est à l'intérieur. Et donc, on ne voit pas le luminaire, mais on va voir simplement ce halo de lumière qui sort de la paroi. Et voilà le détail de ces chaises très, très austères. Ensuite, il a conçu une autre église qui est une église protestante, qui est l'église de la Lumière d'Osaka en 89. Alors, elle est ici. Et puis, à côté, il va par la suite construire un deuxième bâtiment qui permet d'accueillir les enfants pour l'école du dimanche. Voici une maquette qui permet de mieux comprendre le bâtiment. C'est un parallélépipède qui semble fracturé par un mur qui a sensiblement une forme de L, qui va permettre d'aménager le hall d'entrée dans l'église, mais qui donne l'impression de passer à travers la fenêtre. Vous voyez comment ce pan de béton vient fracturer la fenêtre et va ressortir sur le mur ouest en passant là aussi par une fenêtre. On voit que le traitement des fenêtres n'est pas tout à fait traditionnel pour une église, mais on observe qu'à l'est, du côté du chœur, eh bien, la fenêtre est en forme de croix. C'est une fenêtre cruciforme qui reprend la forme du châssis de tout à l'heure, mais dans une vision inversée, avec cette fois un jour. Voilà ce mur donc, qui ressort du côté ouest. Donc, la boîte semble très fermée, on ne voit pas de porte. Voici le toit qui est plat. Tadao Ando aurait aimé qu'on puisse laisser le bâtiment ouvert, sans toiture, sans fenêtre, sans rien vitré, pour entendre le vent souffler à l'intérieur et pour que le vent, ce soit aussi une sorte de souffle de Dieu qui traverse l'église. Il y a un côté très spirituel dans son architecture. Et donc, voilà l'intérieur. Ce que vous voyez ici, c'est le pan de mur qui fracture le parallélépipède. Vous voyez qu'il ne monte pas tout à fait jusqu'en haut, comme à Ronchamp avec le Corbusier, ce qui permet à la lumière de passer à travers cette fente. Et puis, de façon inverse à ce que l'on voit d'habitude, eh bien, le chœur est plus bas que la nef. Il va falloir descendre vers le chœur. C'est une manière de symboliser le Christ qui est descendu au niveau des hommes. Donc, ce n'est pas ce qu'on voit habituellement. Et il y a vraiment cette idée là aussi du parcours visuel vers cette croix lumineuse. Et cette croix lumineuse, elle est essentielle parce qu'on voit que c'est là aussi une boîte sans concession, c'est d'une grande sobriété, mais c'est la lumière qui va être l'acteur principal de cet édifice. Le sol est traité avec des planches de cèdre qu'on utilise souvent en Asie pour les échafaudages. Il y a ce goût des matériaux, toujours chez Tadao Ando. Et ce fond de bois va permettre à la croix lumineuse de circuler au cours de la journée. On va la voir passer sur l'allée centrale de l'église. Vous voyez que la lumière se déplace, la lumière est quelque chose de vraiment vivant qui anime cet édifice. Donc, on ne peut pas comprendre cet édifice simplement à travers une image arrêtée. Alors, par rapport à ce traitement particulier de la lumière, je voulais vous lire encore un passage parce que c'est quelqu'un d'une grande finesse et je trouve que ce livre est extrêmement inspirant et souvent assez poétique. Il dit « Si vous voyez la lumière, c'est grâce à l'obscurité. Dans ma maison d'Osaka, on entrait par un espace sombre et à mesure qu'on avançait, plusieurs ouvertures, bien que restreintes, permettaient l'entrée de la lumière. Grâce à l'obscurité, on sentait la force présence de la lumière. Si vous regardez une maison japonaise traditionnelle, vous verrez que la lumière a du mal à pénétrer directement dans la pièce intérieure à cause des auvents et de l'engawa qui entourent l'édifice. L'intérieur est toujours éclairé par une lumière indirecte reflétée dans l'engawa et le jardin. Donc en général, il fait relativement sombre à l'intérieur d'une maison japonaise. Eh bien, quand vous êtes assis dans une pièce sombre
et que vous regardez un jardin éclairé par la lumière naturelle, vous pouvez commencer à sentir la relation fondamentale qui lie la lumière et l'obscurité, et la raison pour laquelle elles ont besoin l'une de l'autre pour s'exprimer. Je l'ai senti dans la maison de mon enfance, et j'aime que les gens parlent de la lumière dans mes édifices, mais je pense qu'il est tout aussi important de prêter attention aux ombres. Elles jouent un rôle très important. L'ombre et l'obscurité contribuent à la sérénité et au calme. Je pense que l'obscurité offre la possibilité de réfléchir et de contempler. Et qu'ils conçoivent des églises, des maisons ou des musées, eh bien, Tadao Ando parle très souvent de méditation. Il dit qu'il faut créer des lieux qui nous permettent d'évacuer tous les aspects profanes de la vie, tout ce qui nous stresse, tout ce qui nous pollue au quotidien, le laisser à l'extérieur et permettre à l'architecture de nous protéger et de nous permettre cette intériorité, de nous tourner vers nous-mêmes ou vers une œuvre d'art et de pouvoir méditer. Et donc, ce sont des édifices qui sont très épurés, aux côtés desquels on pourrait très bien passer, qui ne sont pas dans la démonstration, dans le spectaculaire, dans ce qui est facilement médiatisable sur les réseaux sociaux. On est vraiment dans la subtilité et la poésie. Et puis, justement, par rapport à cette idée de méditation et de protection, il va créer en 1994-1995 l'espace de méditation d'UNESCO. C'est un tout petit bâtiment extrêmement modeste qui a été construit pour célébrer le cinquantenaire de l'UNESCO. Alors, on est sur un site dans lequel il y a des bâtiments importants et imposants. Le bâtiment de l'UNESCO a été conçu par Marcel Breuer, donc, qui est un architecte et un créateur moderniste qui est passé par le Bauhaus. On a également le jardin d'Isamu Noguchi. Et ce qui est intéressant avec Tadao Ando, c'est qu'il a construit des bâtiments de très grande dimension, mais il a toujours continué à s'intéresser à des projets qui peuvent sembler très modestes par leur dimension. Et donc là, il s'agit d'un espace qui est ouvert à toutes les confessions, à toutes les races, et il dit que son espoir, c'est de permettre qu'un jour, il puisse y avoir une réconciliation entre tous au profit de la paix dans le monde. Alors, et on voit qu'il y a toujours cette présence de pensée très, très utopiste chez Tadao Ando. Mais on a une idée qui est extrêmement séduisante. C'est un cylindre qui fait 6,30 mètres de diamètre et exactement la même hauteur, qui est complètement ouvert. Et donc, ça veut dire que cette méditation sur la paix n'est pas obligatoire. Vous pouvez simplement traverser le bâtiment comme une promenade architecturale, mais peut-être que le bâtiment va vous appeler par sa pénombre et vous pousser à méditer. Alors, il choisit un plan circulaire, il aime les formes simples et il tient ça aussi de l'influence de Louis Kahn, mais il dit dans le zen, le cercle, c'est un symbole de l'infini. Donc, c'était important pour lui de l'utiliser ici. Et vous voyez que le bâtiment, parfaitement aveugle, à l'exception de deux portes sans châssis, complètement ouvertes. Le vent circule, lui qui aurait voulu avoir cette circulation du vent dans l'église de la lumière dont nous parlions précédemment. Eh bien là, il y a une simple passerelle qui va permettre de traverser. Vous la voyez ici, elle est légèrement surélevée. On retrouve toujours son matériau de prédilection. Et on va entrer dans la pénombre de cet espace de méditation. Vous voyez qu'on peut simplement le parcourir. À l'intérieur, on se retrouve donc dans une certaine pénombre et la lumière, en dehors de ces deux portes, va également venir du plafond. Et vous pouvez observer qu'il y a un ray de lumière tout autour. Il place un disque dans son cylindre, mais un disque qui est un petit peu trop étroit et qui laisse filtrer la lumière. C'est quelque chose que faisait beaucoup Louis Kahn dans beaucoup de ses bâtiments. Dès qu'il fait une ouverture, il vient placer un morceau de béton pour créer des ombres. Donc là, c'est une lumière qui prend aussi une connotation très spirituelle. On voit comment cette lumière va venir lécher les murs et en mettre en valeur certaines parties. Et à l'intérieur, Tadao Ando va créer 4 chaises qui sont des chaises en fonte, qui sont noires, extrêmement austères, avec un dossier droit qui se prolonge jusqu'au sol.
on est toujours dans ce camailleux de gris et de noir, et puis avec cette blancheur de la lumière qui pénètre. Et Tadao Ando dit, quand on médite sur quelque chose d'aussi sérieux que la paix dans le monde, on ne peut pas être avachi. Et quand on médite, de toute façon, le but n'est pas de s'endormir, donc il faut qu'il y ait une certaine tenue, et la chaise est là pour nous le rappeler. Et autour de cet espace de méditation, il y a un bassin. Et les pierres de ce bassin sont des pierres qui viennent d'Hiroshima. Ce sont des pierres qui ont été contaminées par les radiations dues à la bombe atomique d'Hiroshima et qui ont été offertes par des mécènes japonais. Elles ont été décontaminées. Et l'eau qui coule sur ces pierres, eh bien, c'est un symbole de l'âme des défunts qui est purifiée par cette eau. La chaise en détail. Et puis pour finir, je voulais conclure avec un projet récent et un projet très ambitieux qui est la Bourse de commerce, qui est la Fondation Pinault à Paris, qui a ouvert au printemps 2021. Donc c'est vraiment l'actualité de Tadao Ando. Alors, Tadao Ando avait déjà travaillé pour François Pinault. François Pinault, c'est cet homme d'affaires qui est un grand collectionneur, qui a plusieurs milliers d'œuvres. Tadao Ando avait été appelé par François Pinault pour créer une fondation à Paris sur l'île Seguin. Mais finalement, les choses vont être tellement compliquées que François Pinault va partir en Italie. Il a d'abord investi le Palazzo Grassi que Tadao Ando va transformer, puis la pointe de la douane, l'ancienne douane de mer, qui est devenue la Fondation Pinault à Venise. Et puis à Paris, il y a la Fondation LVMH, qui est la fondation de Bernard Arnault. Et donc, nos deux grands hommes d'affaires collectionneurs, bien sûr, rivalisent quel sera celui qui aura le plus beau lieu d'exposition. Franck Gehry d'un côté, Tadao Ando de l'autre. Je crois qu'on ne peut pas trouver deux architectes plus éloignés l'un de l'autre dans leur approche de l'architecture. Et donc là, il s'agissait de réhabiliter un bâtiment qui est l'ancienne Halle au Blé, bâtiment avec encore des vestiges du XVIe siècle. La colonne que vous voyez appartenait au palais de Catherine de Médicis. Et puis, ce bâtiment de plan circulaire est un bâtiment du XVIIIe siècle. On est en plein néoclassicisme et l'architecte faisait référence notamment au Colisée. À l'intérieur de ce bâtiment était stocké le blé et le bâtiment était ouvert. Et on s'est rendu compte que ce bâtiment ouvert entraînait le pourrissement du blé. Donc, on va mettre en place une première coupole en bois. Cette coupole va brûler, on va en reconstruire une autre avec des plaques de cuivre. Et puis, au XIXe siècle, on va vitrer cette coupole, on va l'ajourer, ce qui va permettre un jeu sur la lumière qui va être très intéressant. Et donc, elle a été restaurée avec beaucoup de soin, cette bourse de commerce. Ça a permis de faire des découvertes sur les parties du XVIIIe siècle, du XIXe siècle. Donc, ça a été un moment vraiment important. Et Tadao Ando va être très inspiré par cette forme circulaire qu'il avait déjà utilisée. Alors, voilà la maquette qu'on peut voir à l'intérieur de la fondation. On voit le bâtiment, une partie sur laquelle Tadao Ando n'est pas du tout intervenu. On voit la coupole dans son état de la fin du XIXe siècle, c'est-à-dire vitrée dans sa partie supérieure. Et puis voilà ce que va faire Tadao Ando. Il va venir simplement glisser un cylindre à l'intérieur de cette rotonde. On retrouve quelque chose qui est très proche de l'espace de méditation de l'UNESCO, puisque c'est un cylindre qui est percé par des portes rectangulaires, totalement ouvertes, et ça va être un lieu de méditation. C'est un lieu pour quelques œuvres exceptionnelles face auxquelles on va se retrouver. Ça n'est pas un lieu dans lequel il est prévu de mettre un grand nombre d'œuvres. Ce sont des œuvres de très grand format ou des œuvres qui nécessitent du recul. Et il va jouer encore une fois avec la simplicité et l'efficacité de cette forme. Et donc voilà, au moment de l'ouverture de la fondation en l'été 2021, nous pouvons voir le cylindre de béton, très fin, toujours avec ce béton banché, la mise en valeur des peintures murales qui ont été restaurées aussi, qui se trouvent dans la partie supérieure de l'édifice. On a rénové la coupole et donc cet afflux de lumière va venir magnifier le cylindre de Tadao Ando. Et il voulait quelque chose de radical, quelque chose qui soit en rupture avec l'esthétique du bâtiment.
de manière à ce qu'on puisse avoir à la fois le passé, le présent et l'avenir. Et il ne souhaitait pas s'inscrire dans la continuité des formes que l'on pouvait observer. Et donc là, je vous ai mis une photo avec une œuvre de Urs Fischer qui avait été choisie pour l'ouverture des lieux. C'est une reprise de l'enlèvement des Sabines de Jean de Bologne, qui était en cire et qui était allumé chaque jour et qui fondait peu à peu, qui avait ces mêmes couleurs très claires que le béton. Et vous voyez, quand j'y suis allée, la tête de l'une des Sabines était tombée au sol, donc on voyait l'œuvre se consumer. Et avec des œuvres aussi radicales que celles que collectionne François Pinault, l'architecture ne peut pas être un show. L'architecture doit être un écran pour mettre en valeur ces œuvres. Sinon, il y aurait une lutte entre le côté spectaculaire de l'architecture et l'œuvre. Et Tadao Ando est très sensible au musée et, comme je vous le disais, à cette nécessité d'être isolé de l'extérieur. Et ce qu'il dit, c'est que la contemplation des œuvres permet de nous régénérer, de nous défatiguer de notre quotidien. Voilà le détail des peintures marouflées qui évoquent les relations commerciales internationales. Et donc, cette restauration va permettre de mettre en valeur le bâtiment. Parce que, vous voyez qu'à l'extérieur du cylindre, on retrouve le terrazzo ancien, et il y a ces vitrines qui prennent place tout autour. Et les vitrines vont devenir un support pour accueillir des œuvres d'art. Donc, il y a l'espace central pour les œuvres exceptionnelles, et puis il y a des œuvres tout autour. Voilà l'entrée du cylindre ici. Et ensuite, on va monter l'escalier. Et alors, regardez l'escalier, vous voyez qu'entre le mur et l'escalier, il y a un jour. On a l'impression qu'ils ne sont pas solidaires, que tout va peut-être se disloquer. C'est toujours une manière de jouer avec les ombres. Et cette plateforme va nous permettre de voir la coupole d'une manière qui n'avait jamais été possible. On va pouvoir circuler tout autour de cette plateforme, observer à la fois l'architecture intérieure, mais aussi observer ces peintures murales de beaucoup plus près. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a l'architecture de Tadao Ando, mais il y a aussi une forme de retenue pour permettre de profiter de ce lieu. Alors, il y a un film très amusant qui a été tourné sur cet espace qui s'appelle, j'ai oublié exactement le titre, mais c'est un film sur le milliardaire et les œuvres ou quelque chose comme ça. Et on voit François Pinault qui est à l'intérieur du bâtiment avec une collaboratrice de Tadao Ando et qui lui montre les trous de banche. Et il dit, mais comment ça se fait qu'il y a un petit halo sur le béton? Ça lui plaît ça, monsieur Ando? C'est pas terrible. Il faut lui dire qu'il fasse comme il veut, mais qu'il se démerde. Et puis il dit à la japonaise, il lui dit, comment on dit qu'il se démerde en japonais? Comment on traduit? Elle dit, on traduit pas. Et malgré tout, on sent beaucoup certainement de respect, d'admiration mutuelle entre les deux. Ce sont deux hommes qui viennent d'une famille très modeste, qui se sont totalement impliqués dans leur travail. Et dans ce documentaire, François Pinault parle de sa collection et puis raconte qu'à un moment, pour une exposition, il est venu dans son village de Bretagne avec un hélicoptère, que sa mère ne l'a jamais félicité pour quoi que ce soit, qu'elle n'a pas fait référence à sa venue en hélicoptère, mais il a appris bien plus tard, après sa mort, qu'elle avait dit à toutes ses voisines, vous avez vu, c'était mon fils qui est venu avec l'hélicoptère. Et donc, pour cette éducation un peu dure, eh bien, Tadao Ando, quand il était enfant, a dû se faire opérer des amygdales. Sa grand-mère l'a déposé devant l'hôpital et elle lui a dit, je viens te rechercher dans 3 jours. Donc, je pense qu'il y a des choses qui doivent réunir ces deux hommes. Et donc, voilà, pour finir, voilà les pièces qui se trouvent autour de la rotonde, où là aussi, Tadao Ando a travaillé sur la luminosité avec des espaces complètement blancs, tout en retenue. Et on va avoir ces séquences successives, mais régulièrement, par une fenêtre, on aperçoit le cylindre central et la coupole. Et vous voyez que même ici, derrière cette fenêtre, on voit le cylindre et on voit aussi les ombres des visiteurs qui sont projetés sur cet écran de béton. Et je voudrais conclure avec cette jolie phrase de Tadao Ando, puisque nous sommes cette fois dans le noir, quand on a l'ombre, on espère la lumière.
Alors, merci beaucoup, Anne, pour cette conférence. Franchement, c'était passionnant et on buvait vos paroles. On n'a pas eu un moment de, de répit. C'était formidable. Voilà. Alors, c'est maintenant le temps des questions. Si vous en avez quelques-unes, c'est le moment de les poser. Ce qu'on va faire pour le distanciel et le présentiel, c'est qu'on redonnera la question parce qu'on s'est aperçu que souvent, on ne l'entendait pas forcément. Est-ce que vous m'entendez là maintenant? Non? Oui. Oui. Oui, je voulais dire à cette dame que j'avais visité la maison Savoie, que j'avais beaucoup aimé, mais il y a à l'intérieur, il y a les échanges de lettres entre la propriétaire et Le Corbusier. Et dans ces lettres, elle se plaignait de beaucoup d'humidité et d'eau qui passait à travers le béton. Donc, oui, je pense qu'à l'époque, on n'était pas au point sur le plan d'étanchéité. Alors, comme toutes ces maisons d'avant-garde, monsieur disait qu'il y avait des problèmes donc d'étanchéité dans la Villa Savoie et que la propriétaire se plaignait. Elle lui écrit et elle lui dit « il pleut dans la salle de bain » parce que justement, il y a cette ouverture que nous avons vue tout à l'heure et on sent que Le Corbusier n'est pas tellement perturbé par ce manque de confort. Pour lui, il a fait une œuvre architecturale et je crois que le fait d'y vivre vraiment par la suite, c'était peut-être un peu moins son souci. Et d'ailleurs, la maison s'appelait les Heures Claires. Les Savoies vont y aller très peu de temps, ils vont assez rapidement cesser d'y aller parce que justement il y a des infiltrations persistantes, il fait froid en hiver, il fait trop chaud l'été. Donc oui, souvent ces maisons d'avant-garde ne sont pas très au point, mais c'est pareil pour le bâtiment du Bauhaus par exemple, à la même époque en 1925, très rapidement on se rend compte qu'il fait très très chaud l'été, beaucoup trop froid l'hiver, il faut mettre des stores. C'est sûr que c'est très beau comme architecture. Abouti. C'est magnifique comme architecture. Ah oui, comme architecture, c'est magnifique. Mais après, voilà. Merci, voilà. Vous nous avez passionnés. Merci beaucoup. Merci. Ce qui était intéressant, voilà, il y a une question. Dans la salle, on va la redonner. Allez-y. Dans la Villa La Roche, il y avait des photos d'intérieur. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'on n'a aucune notion de dimension. S'il n'y a pas un mobilier ou s'il n'y a pas une personne, on n'arrive pas à savoir si c'est immense ou petit. Est-ce que c'est voulu par l'architecte? Alors, je ne suis pas sûre que ce soit voulu, mais en tout cas, dans cette partie galerie, il y avait la volonté de donner une sensation d'espace, parce que c'était la photo d'époque que je vous ai montrée, on voit que ce sont des grands tableaux, et donc des tableaux qui nécessitent d'avoir suffisamment de recul. Donc, il fallait qu'il y ait une dilatation de l'espace. Et quand on regarde l'ensemble du plan, on se rend compte que la partie vraiment utilisable par la roche n'est pas très importante. Ce sont des petites pièces. Je ne vous ai pas montré les différentes pièces, mais on se croirait presque dans un HLM. C'est très triste, les différentes petites pièces. Il y a une petite salle à manger ou une chambre, parce que c'est une œuvre qui met en scène l'architecture. Donc oui, dilatation de l'espace pour profiter de ces œuvres et puis de la promenade. Rien que là, cette rampe, ça prend une place folle là aussi. Alors, ce que je ne vous ai pas dit d'ailleurs par rapport à ce que disait monsieur en visio et de cette question de confort, c'est que la rampe, c'est bien joli, mais La Roche n'était pas un jeune homme, je crois qu'il était assez corpulent et il avait du mal à monter. Il trouvait que c'était trop dur et que ça glissait et il a fallu rajouter un revêtement caoutchouc pour faire un peu crampon sous les chaussures. Voilà. C'est le moment des questions aussi en distanciel. Si vous voulez rallumer vos micros et poser des questions, c'est le moment. En attendant que quelqu'un d'autre pose une question, moi j'ai trouvé très intéressant cette polychromie chez Le Corbusier que j'ai découverte en fait. Je pensais que tout était blanc et gris et qu'il n'y avait pas d'autres. Oui, c'est ce qu'on pense beaucoup trop souvent alors qu'il a, voilà. C'est pour ça que je vous ai lu ce passage d'une conférence parce que je trouve qu'il a tellement joliment écrit sur la couleur. Et il y a un livre américain qui s'appelle White Walls et qui explique que on a parlé des murs blancs du modernisme, mais en réalité, il n'y a pratiquement pas de projet entièrement blanc. Et c'est pareil que ce soit chez Le Corbusier ou que ce soit au Bauhaus. Certes, c'est blanc à l'extérieur, mais à l'intérieur, on a des aplats de couleurs. Mais pendant très longtemps, on s'est détourné de la couleur. Alors, d'abord, comme je le disais tout à l'heure, il y a l'influence de la photo en noir et blanc, l'influence des textes.
du mouvement moderne, où on parle de blancheur, mais dans un sens symbolique. Quand Le Corbusier dit « voilà Sion la blanche qui descend devant nous », qui est cette nouvelle architecture, jusque-là, la référence dans l'architecture, ça a été beaucoup, surtout dans les églises, la Jérusalem céleste, et donc la couleur. Et donc, tout d'un coup, il y a ce discours théorique qui chasse la couleur, mais qui ne correspond pas tout à fait à la réalité. La couleur est toujours là, mais elle est perçue comme secondaire. Et aujourd'hui, quand on regarde l'architecture contemporaine, on a un vrai retour de la couleur parce qu'on remet en question cette supposée blancheur du modernisme. Mais la couleur, c'est toujours un phénomène lié au goût et avec des faces colorées et des faces plus blanches, mais c'est toujours à nuancer. Et chaque restauration récente a permis justement de retrouver les traces des couleurs d'origine. Et d'ailleurs, Le Corbusier, qui critique beaucoup le papier peint, l'a utilisé parfois, mais c'est un papier peint monochrome, par exemple bleu, avec des petits carrés bleus pratiquement invisibles. Donc on est vraiment dans cette manière de structurer l'espace, et on le sait bien combien la couleur, comme il le dit, permet de déplacer les murs en profondeur. Ça me fait penser des idées fausses qu'on avait sur la roman aussi. Oui, la roman et gothique, oui, bien sûr. Oui, gothique, pure sans aucune couleur. La je crois qu'il y avait une autre question. Oui, la couleur, on la voit beaucoup dans la Cité radieuse à Marseille. Quand on rentre dans les allées, toutes les portes sont vertes, rouges, toutes les couleurs. C'est vraiment pas tout noir. Alors, c'est vrai que la couleur, on a quand même plus de couleurs dans les années 40, 50 que dans les années 20. Dans les années 20, l'extérieur reste assez blanc. Et puis, plus on arrive vers les années 50, effectivement, à la Cité radieuse, on a d'abord tous ces balcons qui sont mis en couleur. Et puis, à l'intérieur, il y a aussi un jeu avec des vitres colorées. Et il y a des grands aplats de couleurs sur différentes surfaces. On a les portes des appartements qui sont mises en couleur, les boîtes aux lettres qui sont mises en couleur. Donc oui, la couleur est pleinement présente à cette époque. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Dans les édifices religieux de Tadao Ando, ce qui me frappe, c'est le côté dépouillé, très, 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 très austère. Ça me rappelle quelques chapelles cisterciennes. Est-ce que vous avez étudié ce que ça dit sur sa spiritualité? Qu'est-ce que ça exprime de sa spiritualité de faire des choses si épurées, si austères? Parce que ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il parle de cette nécessité d'être à l'abri pour pouvoir se retourner vers soi-même. Je dirais que c'est presque une conception protestante de ce que doit être l'Église, qui ne doit pas être un lieu orné. Alors, par rapport à l'Église de la Lumière, justement, le pasteur qui était à l'origine du projet disait le problème d'une Église protestante, c'est que comme ça n'est pas un lieu sacré, parfois ça aboutit à une simple salle de réunion. Et il dit là, il a vraiment réussi à apporter une spiritualité dans le bâtiment et à faire œuvre d'architecture. Et puis, Tadao Ando avait construit aussi une maison pour une créatrice de mode. Et cette créatrice de mode disait, moi, je suis toute la journée entourée par du bruit, du monde, des motifs, des vêtements. Et elle dit, quand je rentre chez moi, je suis là aussi face à moi-même. Et elle dit, Tadao Ando a eu ce talent de faire disparaître toute odeur de vie de ma maison. Et je trouve que c'est horrible comme formule. Ça semble être une critique, mais il paraît que pour les Japonais, au contraire, c'est le poids de la vie quotidienne. C'est cette lourdeur du quotidien qui nous éloigne de la spiritualité. Donc, il veut vraiment laisser à l'extérieur tout ce qui peut nous perturber, tout ce qui peut nous envahir. Et le bâtiment, c'est une sorte de grotte, c'est une métaphore de notre propre intériorité. Il y a deux manières d'aborder la spiritualité, c'est soit l'œuvre d'art comme support pour s'élever, soit au contraire l'absence d'image. Mais quand on lit, vraiment je vous recommande ce livre parce que c'est très facile d'accès et c'est un très beau livre, Du béton et d'autres secrets de l'architecture. Il parle beaucoup de spiritualité et il parle aussi beaucoup de philosophie. Et quand on lui dit qu'est-ce que vous faites quand vous ne lisez pas des ouvrages sur l'architecture, il dit je lis beaucoup de philosophie et je me rends compte que l'architecture, plus je vieillis, plus je me rends compte que la philosophie est le point central de l'architecture.
Et alors, il y a aussi l'importance de l'ombre. Ça, c'est assez saisissant, quoi. Mais ça, c'est très japonais. Et c'est pour ça que je vous ai cité ce passage où il parle de l'engawa. Et l'engawa, c'est une passerelle qui est autour de la maison japonaise, qui est surélevée par des poteaux, mais qui est couverte par le toit de la maison. Et donc, on est entre l'intérieur et l'extérieur. C'est un espace de transition. Et donc, la lumière va être atténuée par cet engawa, qui est vraiment cet espace de transition où on va laisser justement tout le poids de l'extérieur. Et ensuite, on va avoir des parois avec des shoji. Donc, c'est ce papier washi qui, là aussi, permet de se protéger de cette lumière extérieure qui va filtrer à travers le papier, qui va faire qu'on reste toujours dans une certaine pénombre. Et dans le livre Éloge de l'ombre, l'auteur dit que parfois dans les arts japonais, il y a beaucoup d'utilisation de feuilles d'or sur des paravents. Et il dit si on les voyait en pleine lumière, ils seraient insupportables de vulgarité. Mais quand on les voit dans la pénombre, cette lumière très assourdie va venir les caresser légèrement et les rendre à peine visibles. Et donc, c'est pour ça qu'il fait l'éloge de l'ombre qui rend la lumière désirable. Ah oui. C'est passionnant, c'est vraiment très intéressant. Et alors, quelle est la part du vide aussi? Pour une dernière question. Alors, en fait, le vide, quand on écoute les Japonais, ils expliquent toujours que le vide n'est pas perçu par les Japonais comme les Occidentaux. Pour nous, le vide, c'est le rien. Oui. Et pour eux, le vide, c'est quelque chose qui est plein. Ça n'est pas la même chose. C'est une autre manière d'aborder ce vide. Le vide, c'est le point entre nous et la porte, par exemple, mais c'est quelque chose. Ça n'est pas le rien. Parce que dans cette église de la lumière, il y a la croix qui est marquée par la lumière, mais par le vide aussi. Enfin, oui, bien sûr. Voilà. Mais je pense que c'est vraiment lié à cette autre manière de concevoir l'espace dont les Japonais parlent souvent. Ouais. D'accord. Merci beaucoup. Oui. Oui, puis parce que les frères Perret ont utilisé des claustras de béton et avec une couleur qui varie voilà, et qui varie en fonction de la course du soleil, et ils en jouent de façon très subtile aussi. Est-ce qu'on a fait le tour des questions? C'est bon? Voilà, on va peut-être arrêter là. Merci à tous d'avoir été présents en présentiel et en distanciel. Je sais qu'on était suivis à Londres aujourd'hui. Bonjour à Londres, alors. Donc, merci à tous d'avoir... Alors, on se retrouve la prochaine fois, le 11 mars. Donc, il y aura un petit peu de temps pour une conférence sur l'icône, regard insolite. Donc, c'est Ariane de Saint-Marc qui est enseignante au Bernardin, experte en icône auprès de Drouot, qui est déjà venue il y a quelques années et qui va venir nous parler de l'icône. Donc, elle connaît très bien l'icône. Donc, c'est cette influence gréco-byzantine, on va dire. Il y a énormément de sortes d'icônes. Donc, je pense que ça sera passionnant. Voilà, donc merci de votre présence. Voilà, merci à tous. Très bon week-end et à très, très bientôt. Merci de votre fidélité. Au revoir. Merci pour cette excellente conférence. Ouais.